de navigation sur le delta du Danube. Et on a derrière nous Dan. Oui, alors Dan qui est roumain et qui ne parle pas l'anglais. Et nous, comme on ne parle pas le roumain, on va avoir un petit peu de mal à communiquer, mais on va se faire des signes. Ce qu'on a compris, c'est que c'est tout droit. Et en fait, c'est un véritable labyrinthe, le delta du Danube. C'est des lacs, des canaux, des rivières, c'est sur des milliers de kilomètres. Et on nous a bien sûr déconseillé d'y aller tout seul. On peut se perdre dans le delta du Danube. Il y a des gens qui s'y perdent. En tout cas, c'est un vrai bonheur de découvrir cet endroit. Bienvenue dans les clubs pêcheurs en Roumanie. Au sud-est de l'Europe, la Roumanie n'est pas a priori une destination de choix pour les amateurs de pêche. Le pays, pourtant, vous allez le découvrir avec nous, réserve de très belles et de très étonnantes surprises. Direction Bucarest. Après 2h50 de vol, nous quittons la capitale roumaine pour Tulcea, la porte d'entrée du delta du Danube. Encore 3 heures de ferry et nous arrivons à Crișan, à quelques kilomètres à vol d'oiseau de la mer Noire. Notre voyage commence donc dans cette petite ville paisible qui s'étire le long du fleuve de Salina. Et voilà, on arrive à Crișan, au fond du delta. Ici, la principale activité, c'est la pêche. Les maisons sont typiques, la plupart en bois et toutes colorées. On compte à peine 500 habitants, beaucoup à la retraite. À Crișan, pas de route. On circule à pied, à vélo et bien sûr en bateau, indispensable pour découvrir toute l'étendue du delta et ses eaux, paraît-il, très poissonneuses. Voilà, on va déboucher sur le lac Jacob, notre première pêche, ça va être sur un lac. C'est un des plus grands du coin. Et là, ça y est. Après le canal qui vient de nous y conduire, une étendue plate et magnifique, Bertrand. Ah, c'est sublime. Et le grand luxe dans cette partie du delta, c'est que l'on est tout seul sur cet immense lac. Sans attendre, c'est Dan qui lance les hostilités. Ni une ni deux, il a déjà sorti sa canne. Oh, c'est pareil. Allez, hop. Et en moins de 3 minutes, premier brochet. Visiblement, Dan a la bonne cuillère. Et voilà. Et il est content, il a raison. À notre tour, on ne va pas attendre bien longtemps non plus. Bertrand le premier en attrape un. Voilà. Et voilà. Il est beau quand même. Ouais, il est joli, ouais. Ça fait quoi, combien de temps qu'on pêche là? C'est quoi, un quart d'heure? Donc c'est quoi, t'as mis 2 cuillères là, l'une à côté de l'autre? Ouais, ouais. Voilà. Joli brochet. Petit brochet, mais joli. Oh, c'est pas mal quand Le même. premier du delta du Attends, il est Danube. très très beau. Ouais. Encore un autre pour Dan. Jusque-là bredouille, Pascal va changer de cuillère et se servir directement dans la boîte de pêche de notre guide. Il faut toujours se baser sur sur l'expérience locale, donc je lui ai piqué une cuillère. Parce que ça fait quand même 3 brochets qu'il prend. Voilà, donc ça c'est une 10 grammes. Juste argenté. On va essayer avec ça. Ouais, c'est bon. Et effectivement, bon choix pour Pascal. C'est bon. Ah bah voilà. Ah bah voilà, ça y est, juste avant de revenir. Ça y est, mon premier. Il n'est pas très gros, mais on va le garder, hein, c'est le premier. Là, on a notre poisson chacun pour le dîner de ce soir, donc on arrête là. Ils sont beaux en plus, regarde. Et on va aller voir nos autres. Bah oui, ils sont beaux. Il est 18h, retour à Crișan pour rencontrer Petre et Caroline. Le couple, parent de 2 enfants, vit au bord du fleuve dans cette grande maison d'hôte avec la piscine toute ronde. Ici, chaque famille a son potager. Caroline et Petre se sont rencontrés en 2005
Pour la petite Française, le choix était évident. Il vous donne des légumes toute l'année ou presque ce jardin? Plutôt l'été. Ah oui. On commence au printemps et jusqu'au mois d'octobre. On va ici. Ok. Ça, c'est des belles courgettes. Celui-là, il est bon. Est-ce que vous êtes ici autosuffisant en nourriture avec le poisson et les légumes ou pas? Avec le poisson, oui. Avec les légumes. Pétré, t'as besoin d'un poivron aussi? Poivron, oui, et du persil. Pas mal de persil. Caroline, qu'est-ce qui t'a fait arriver ici en Roumanie, votre projet finalement avec Pétré? Moi, ça me plaisait, l'idée de venir habiter sur une île. Loin de tout, faire mon jardin, élever mes enfants. Voilà. Tu vis au rythme de la nature. Généralement, on se lève assez tôt, on se couche assez tôt, on vit vraiment avec le soleil, avec la nature. Ouais. On vit au bord du fleuve et on dépend du fleuve, donc... Parce qu'en fait, il n'y a pas de route ici. Vous n'êtes juste... c'est ça, la route. On est lié, qu'on veut ou qu'on ne veuille pas, au fleuve. Et aux gens du village, quelque part. Oui, tout à fait. Donc, Et bien sûr, pour la cuisine, tout est local. Ça tombe bien, pour ce soir, Pétré nous prépare un plat typique avec les brochets juste pêchés et jetés sur le grill. En fait, ça paraît simple, la cuisson, mais il faut que ça soit extrêmement précis. Hein. oui, c'est clair. Donc, si tu le cuis trop, c'est trop sec. Et trop brûlé, il y aura le goût du brûlé qui va prendre le dessus. Et si c'est pas assez cuit, donc il y aura de la chair assez molle, qui n'a pas de consistance et le goût est différent. Donc il faut quand même le faire comme il faut. Dans le delta, c'est le pêcheur et donc l'homme qui est en cuisine. Et en matière de goût, il s'y connaît. Attends, je t'aime la scène. Pourquoi par exemple là tu lui as parlé en roumain et pas en français? Qu'est-ce qui fait que tu lui parles roumain ou français? Faut pas que tu comprennes. Je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide ou pas. C'est tout. Tu dis en roumain quand t'as pas envie et quand... Ouais, non, mais voilà, juste pour savoir s'il avait besoin d'aide. Et voilà. On va poser des tomates. Alors comment il s'appelle ce plat? Est-ce que tu peux nous redire comment s'appelle ce plat? Donc ça c'est saramura. Saramura de pêche, ça veut dire du poisson grillé et cuisiné avec la sauce. C'est un plat typique du delta en fait. Tout à fait, donc c'est un plat de pêcheur qui date depuis très longtemps. Donc j'essaie de le reproduire ici comme, comme mon grand-père, comme mon arrière-grand-père, etc. Donc l'idée c'est de couvrir les poissons d'eau, mais pas en mettre trop, pour garder le goût des poissons. Une couche. Non mais déjà on sent le poisson qui libère un peu ses arômes. Et alors les légumes là qui sont venus l'envelopper. Place maintenant à l'aioli local. Donc la sauce à l'ail, qu'on appelle en roumain le moujdei, est finie. On va passer à la dégustation et ça s'est fait avec le doigt. Hein. Donc chacun prend un petit morceau et goûte. Ah oui, vas-y. Pour voir ce que ça donne, je t'en prie. Ah, ça pique, c'est fort. Oui, c'est vraiment de l'ail. Il est frais, hein? Oui, oui. Comme il faut. C'est bon. Ah oui, c'est aillé, oui. Ah oui, c'est de l'ail. Ah oui. Oui, oui. Oui, mais c'est très bon. Moi, j'adore. C'est très crémeux, c'est délicieux. Voilà, donc ça vient Ah bien oui, se ça va marier très bien avec. le plat. C'est bon. T'as des projets pour ce soir ou non? En attendant, pendant que le plat finit de mijoter, Pétré nous fait découvrir une préparation à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Parce que c'est vraiment... Donc c'est des œufs de carpe salés, bien nettoyés. Et là j'ai commencé à rajouter de l'huile. C'est le même principe que la sauce à l'ail. C'est simple, il y a du sel et à la fin on met de l'huile. Et dès que c'est fini, on met un peu de jus de citron, on le mélange et on met ça sur du pain en apéritif. Le tarama d'eau de carpe, j'avais jamais entendu parler. Non, c'est dans l'est de l'Europe où la carpe est consommée, oui, bien sûr. et aussi les œufs. Ouais. Et bien sûr, depuis très longtemps aussi dans le delta du Danube. Donc je vais ramener un petit peu de pain pour déguster, pour voir comment c'est. D'accord. T'as hâte? Mais oui. Vive la carpe. Mais là, vraiment, mais c'est incroyable. Non mais vive la carpe. Non, mais Voilà. on découvre des saveurs qu'on ne connaît pas. C'est bon et en plus c'est raffiné.
Voici donc le salamura, le plat typique des pêcheurs roumains du delta. Et bien sûr, nous n'allons pas nous faire prier pour le déguster. Ah, c'est trop sympathique. Allez. Merci de nous accueillir, vraiment. Avec plaisir. Non, vraiment, c'est... Curieuse de voir ce que ça va donner. Ça, c'est tout ce qu'on aime. Et alors, il faut un petit peu de sauce aussi. Tiens, je te le donne en deux, voilà, Voilà. comme ça. Et puis, Les saveurs très différentes, Et tout c'est se marie parfaitement. c'est frais. Et c'est frais. Est-ce que tu fais des quenelles? Eh bien, ici, c'est pas traditionnel. Ah oui? Non, c'est pas traditionnel. Nous, on fait des boulettes de poisson hachées et frites. Et après, tu les fais avec une sauce tomate. Mais les quenelles, les quenelles on peut faire en France, les quenelles de brochet, c'est pas traditionnel. Bah oui. Ça va? Je pense que la perche, c'est le poisson le plus simple. Première soirée dans le delta, le voyage commence bien. Le lendemain matin, nous décidons de nous enfoncer un peu plus au fond du delta. Le changement de pilote, on est avec Cosmi. Paraît-il, il connaît un lac où il y a des prises plus importantes, en tout cas en taille, sur les brochets. Donc ça va être la mission du jour, c'est ramener un brochet conséquent. Ça va être une belle journée encore. Après une bonne heure de navigation, nous arrivons dans l'un des endroits les plus reculés du delta. Le paysage est sauvage, majestueux, presque envoûtant. Ici, c'est la nature qui décide. Et parfois, elle se met en travers de notre route. Là, il y a un véritable tapis de branches, d'algues, de végétation, et c'est quasiment impossible d'avancer. Pour l'instant, on est un peu à l'arrêt là. Pour faire 20 mètres, ça fait quoi, 15-20 minutes qu'on est là. J'espère qu'on ne va pas retrouver ces obstacles tout le long du parcours parce qu'on a 1 heure de navigation. Regarde. Et à cette allure, on va en mettre 5. Mais regarde ça. Regarde ça. Regarde. Regarde tout ce qu'il y a. Nous sommes comme prisonniers. Impossible de se sortir de ce bourbier avec le moteur. C'est à la force des bras et en s'aidant d'une pagaie que nous allons tenter de nous libérer. Ah non, pas trop de fond. On va essayer le roseau du moteur et... Après 1 heure d'effort, Allez, voilà. enfin, Ça y est, on est sauvés. nous voici sur un autre lac très isolé, l'un des plus poissonneux du delta. On est à peu près bien équipés. Le problème, c'est qu'il faut quand même connaître. Et on va avouer qu'on n'est pas des spécialistes du brochet, surtout des spécialistes du brochet du delta du Danube. Mais enfin, on se débrouille. On improvise. Apparemment, ce n'est pas le bon leurre. Bertrand décide d'en essayer un tout nouveau. Donc tu verras, je sais pas si tu remarques, mais on sent qu'il vibre sous l'eau. Hein? Ouais. Il vibre, donc Très agréable. donc il attise en fait, il énerve, il agace le brochet. Pour l'instant, il agace rien du tout. Hein. Enfin, c'est le premier coup de lancer quand même, donc on va pas non plus s'agacer nous-mêmes. Hein. Ouais, ouais. Et pourtant, dès le deuxième lancer, Je sais pas quoi, mais... Un brochet. Oui, c'est un brochet. brochet. Très bien, très bien. Ah, il est dur là. Attends. Voilà. Ouf. Ça mordait pas du tout. Et enfin le voilà. Donc comme quoi, ce leurre est un bon leurre. Hein.
Ça va être délicieux sur le barbecue, ça. Au tour de Pascal, qui lui attrape une jolie perche. Il paraît que ça grillé au feu de bois, c'est parfait. Et à midi, c'est ce qu'on compte faire, un petit barbecue. Ben voilà, on va goûter notre première perche, hein, Bertrand. Hop là. Et justement, c'est l'heure du déjeuner. Ça tombe bien, on a ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. On va se mettre un peu à l'ombre. Cosmi, notre pilote, a prévu une grille, une petite hache. Le bois sec, il le trouve sur place, pas besoin de beaucoup plus. Et là, je viens de récupérer tout ce dont on a besoin. C'est-à-dire? Du sel et les allumettes. C'est tout. Alors c'est marrant parce qu'il a une technique assez particulière. Il le vide avec les ouïes, il n'ouvre pas le ventre. Ça concentre les toxines, donc on l'enlève tout de suite, le plus rapidement, et comme ça, ça n'atteint pas la qualité et la saveur de la chair. Voilà, notre camarade vient de terminer de mettre le poisson sur la grille, évidemment côté peau, pour ne pas que ça accroche. On va attendre quelques minutes et on va déguster tout ça. Ça peut paraître rustique, la façon de faire des poissons comme ça. C'est comme ça que c'est le meilleur. Hein. Ouais. Ah si, vas-y. Allez. Bon. À toi l'honneur. Allez. Non, c'est vrai? Ah, c'est délicieux. Chair blanche très ferme et le goût du fumé par-dessus, juste avec du sel et rien d'autre. C'est absolument divin. Je suis vraiment très surpris. Bon, c'est vraiment du poisson grillé. Comme un poisson de mer, comme une dorade. Il y a vraiment un goût exceptionnel dû au grillé ou dû au feu de bois. Puis c'est simple et puis c'est meilleur, on le répétera jamais assez. Hein. Il est très très bon cuisinier. Hein. Il l'a très très bien grillé. Il en a fait un peu une affaire perso. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que, à un moment donné, je lui dis, il faut le mettre là. Il dit non, attends. Et après, il a mis un peu d'eau pour pas que ça brûle trop. Donc oui, tu as raison, c'est un perfectionniste et c'est un fin connaisseur, quoi. Il aime ce qu'il fait en tout cas. Et nous aussi, on aime bien ce qu'il fait. Je vais goûter la perche. Goût différent, mais délicieux, vraiment délicieux. Goût très différent. Il y a un très très léger goût de vase, mais il y en a certains qui diraient non, le goût de vase surtout pas. Et là, c'est comme un, je sais pas, un goût du delta. Dans le delta, aucune journée ne se ressemble. Demain, nous allons découvrir un autre aspect de cet étonnant paradis sauvage et préservé, avec comme guide Pétré. Pétré de l'attaque. Alors tu nous emmènes où aujourd'hui? C'est quoi la journée? Bah, on va aller voir 2-3 lacs et observer les oiseaux. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette région, ce delta au point de vue des oiseaux, de l'ornithologie? C'est un lieu, je dirais, le plus riche en Europe et aussi dans le monde. C'est assez spectaculaire comme biodiversité. Donc. Et on va très vite s'en apercevoir. Dès que l'on lève les yeux, c'est un balai incessant d'espèces d'oiseaux différents. Cigognes, hérons, pigargues, sternes, pélicans. Et cette drôle d'espèce, la Rémis penduline, qui ne fait rien comme les autres, a commencé par son nid. La Rémis penduline, c'est l'espèce la plus infidèle d'Europe parce qu'ils arrivent à faire jusqu'à 3 portées par an. Vu que la mortalité de l'espèce est très élevée pendant l'émigration, ils doivent faire beaucoup de petits. Le delta du Danube accueille près de 300 espèces d'oiseaux, migrateurs et sédentaires, dont certains très rares. Une faune unique en Europe.
Et s'il y a autant d'oiseaux, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de poissons et beaucoup d'espèces. 45 en tout. Petré, qui connaît chaque recoin du delta, nous emmène sur un lac où il venait souvent pêcher lorsqu'il était enfant. Quand j'étais petit, je sortais avec mon père et mon grand-père. Et après, en grandissant, on sortait entre copains pour aller pêcher pas loin de la maison. Aujourd'hui, c'est Pascal, le premier, qui attrape un brochet. Une belle prise. Allez, montre-nous le brochet. Bravo. Voilà, c'est un beau, hein? Il est beau, Sympa. hein? Il fait quoi? Il fait peut-être 2 kilos? Quelques minutes après, c'est au tour de Petré d'en pêcher un autre. C'est un brochet acrobate. Bon, joli, ça donne ici quand même. Oui, ça promet. Là, tu vas le garder celui-là ou pas? Non, on va le relâcher. Tu cherches du plus gros là. Non. Là, l'objectif, c'est le 2 kilos minimum, c'est ça, Petré? Ah bah oui, hein. C'est vraiment minimum. Donc on continue, hein, en espérant d'avoir la belle bête. Mais apparemment, la belle bête n'a pas très faim ce matin. Et là, il se passe quoi? Absolument rien. Mais bon, on a appris à ne pas trop s'impatienter. Moi, je dis ça avec beaucoup de philosophie. En fait, je m'impatiente, évidemment. Nous décidons alors de changer d'endroit et allons en profiter pour découvrir une autre particularité du delta. Donc c'est une île flottante qui s'est détachée des grandes îles flottantes qui forment le bord du lac et qui est poussée par le vent. Donc le lac il fait environ 4 km de long et ce soir il va se retrouver au fond du lac. Celle-ci fait environ 60 mètres carrés. Et il y en a bien sûr de toutes les tailles, même des toutes petites, comme celle-ci. Le double de cette île peut tenir une personne. Là, si je monte, ça va couler. Mais s'il y avait le double de ça, j'aurais pu sans souci descendre. C'est marrant parce que c'est quand même extrêmement vivant, le delta du Danube. On a l'impression que c'est posé un peu comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, ouais, c'est Il vraiment vaut mieux étonnant. connaître parce que sinon, tu peux vite te perdre. Et alors surtout, tu peux arriver dans un endroit, tu dis tiens, il y a une île, elle n'était pas là hier. Parfois, il y a des îles flottantes qui se déplacent et qui viennent boucher les canaux. Donc, on va voir si on peut avoir accès ou pas. En voilà une justement qui s'est logée au bout de ce canal, rendant difficile la progression et l'accès au lac qui se trouve normalement juste derrière. Mais impossible de le voir d'ici. Parfois, on est bloqué, on ne peut plus passer. J'espère que ça ne va pas être le cas aujourd'hui. Il faut quand même préciser que si on était sans Petré, on serait complètement perdu. Heureusement que lui, c'est un garçon du delta parce que là, on se retrouve dans des endroits, mais c'est des labyrinthes. On a l'impression qu'on ne sait absolument plus où aller, dans quelle direction aller. Évidemment, les roseaux sont trop hauts, on ne peut pas voir par-dessus. Il manquerait plus qu'on se fasse attaquer par des serpents. Ah! La libération! Nous voici libérés. Mais la pêche, c'est fini pour aujourd'hui. Nous décidons de rentrer. Demain, nous devons être en forme. Bon, alors aujourd'hui, on fait quoi alors? Bah là, on va faire du canoë. On va s'approcher tout doucement des poissons. Zéro noise. Et peut-être qu'on aura un peu plus de chance d'attraper du gros que les fois précédentes. Mais faire ça dans un canoë, je pense que ça va nous permettre d'être encore un peu plus dans le calme, d'être plus près de l'eau, et puis de faire un peu d'exercice. Pour cette première pêche en silence, le poisson se fait attendre. Le temps passe et toujours rien. Oh non!
Et enfin, Allez, amène-le. Est-ce que tu veux que je te passe la... Attends, parce que là, j'ai peur de décrocher. Là, hein. Ah ouais, bah écoute, Regarde. il est beau. Tu peux Bravo. Tu peux me l'avoir? Ouais. Voilà. Bravo. Ça fait 1h30 que j'avais pas eu de touche. C'est un vrai plaisir. En fait, j'ai changé de l'heure. J'ai mis une cuillère, une tournante. Ça a pris tout de suite. Mais tout de suite. Juste après, c'est au tour de Pascal d'en attraper un. Ouais, je vois, ouais. Bon voilà, on a un brochet chacun avec Bertrand, plus 2 petites perches. Donc ça fait largement le repas de midi. Je crois qu'on va arrêter là. C'est aussi notre dernière journée sur le delta du Danube. Ce lieu étonnamment préservé où rien ne semble avoir bougé depuis des décennies et que Petré et Caroline ont su si bien nous faire partager. Nous reprenons le ferry à Krișan. Prochaine étape, Bucarest, la capitale roumaine. Autre décor, mais le delta n'est pas bien loin. Ce vieux bâtiment en briques rouges a longtemps été la bourse de Bucarest. Aujourd'hui, il abrite le restaurant d'Ivan Patsiekin, un type comme on n'en fait plus. Un héros national, quadruple champion olympique et 9 fois champion du monde de canoë-kayak. Alors derrière, on est avec un champion du monde, mais pas uniquement un champion du monde sportif, un champion du monde aussi de la gastronomie des poissons du delta. Il s'appelle Ivan. Ivan, 70 ans aujourd'hui, a toujours cette carrure d'athlète et pas un cheveu blanc. C'est un enfant du delta, c'est là qu'il a grandi. Dans son restaurant, tout vient de cette région, même cette imposante reproduction. Ça, c'est un esturgeon. Une réplique exactement de la même taille que le vrai. Il fait 5 mètres. C'est le plus grand jamais pêché dans les eaux du delta. ici, tous les poissons du delta sont à l'honneur. Mais pas seulement. C'est le père d'Ivan. Le père d'Ivan. Issu d'une famille de pêcheurs, Ivan a appris à pagayer très tôt, comme beaucoup d'autres jeunes de son village. C'est ni un champion d'où il vient. Ben oui. Il y a 26... Attends, je crois qu'il me disait tout à l'heure, il me disait 26 champions qui viennent de son village. Ce qui serait bien, Bertrand, c'est qu'on aille peut-être voir en cuisine un peu de quoi il est capable. Parce qu'il paraît que donc, le poisson est préparé d'une façon tout à fait remarquable et tout à fait traditionnelle, mais modernisée pour la ville et pour le 21e siècle. Donc on va aller voir ça un petit peu en cuisine. D'accord, tous les poissons qui sont cuisinés ici viennent du delta du Danube. On a un partenariat avec les pêcheurs de Tulcea. Ce sont eux qui fournissent directement le poisson. Comme ça, au moins, on est certain que le poisson que l'on sert ici est très frais. Car il est pêché le jour même. C'est de la soupe d'esturgeon. Et d'ailleurs, je vais rester ici pour tout contrôler et surtout pour goûter. Et c'est Valentina qui prépare. Voilà, ça c'est notre bouillon de poisson. Alors ça c'est un poisson particulièrement spécifique au delta. En fait c'est une espèce de maquereau, mais c'est pas du maquereau. C'est donc une espèce de maquereau qui remonte dans le delta pendant, je crois, seulement 2 mois. Et du coup c'est une des spécialités d'Ivan. On vient de le dire, ça cuit à peu près 10 minutes. Préparation très simple. On va goûter donc l'esturgeon qui est très spécifique au delta du Danube et à la mer Noire. Mais peut-être encore mieux ce fameux maquereau qui est, alors on le trouve qu'ici, dans le delta du Danube, le petit migrateur.
Je pense qu'on a ces 2 poissons à goûter et ça sera le roi du monde. Théodore, l'associé d'Yvan, nous a rejoint pour ce déjeuner dégustation qui commence par le maquereau mariné façon Yvan. Ça, c'est le secret d'Yvan. C'est grâce à ça qu'Yvan n'a pas de cheveux gris. Qu'est-ce que t'as dit? Que c'était ton secret pour ne pas avoir de cheveux blancs. Alors pourquoi pourquoi ça ne marche pas sur vous, ça, alors? Parce que je n'ai commencé qu'il y a 10 ans. Après la rigolade, place aux choses sérieuses. Bon, on va commencer par goûter le fumé. Congratulations, Yvan. C'est franchement le moment de cette émission que je préfère, là. Moi, j'aime bien les autres, quand même, aussi. It's fumé on cold smoke. So the smoke, it's cold. C'est de It's la not fumée hot. froide. It's not, And why? Et pourquoi c'est mieux? not to, Ça permet de ne pas brûler le poisson. Ok, d'accord. it's good to put a lot. C'est bien de mettre un petit peu de citron dessus parce que c'est un poisson gras. Non, c'est vraiment un goût unique. J'ai franchement jamais mangé quelque chose comme ça. Hein. C'est unique. On sent le bois, quand même. Et on sent le léger goût du maquereau, mais alors très subtil. Alors c'est le même poisson, mais cette fois grillé. Moi je trouve ça encore meilleur. Je préfère comme ça. On mange encore. Je crois que je vais repartir tout de suite dans le delta du Danube là. Je suis assez curieux parce que le maquereau, c'est un poisson que je pêche en Méditerranée. Donc frais, c'est délicieux. C'est un goût que je connais bien. Et là, je suis curieux de voir un peu la différence. C'est incroyable. On reconnaît le goût du maquereau, mais beaucoup moins fort, beaucoup plus subtil, avec des goûts beaucoup plus complexes. Alors, maintenant, la soupe d'esturgeon. Celle qu'on a préparée ce matin. Devant nous. Yvan est un génie. On a l'impression qu'on plonge dans le delta du Danube et qu'on nage avec les esturgeons. Il n'y a qu'ici qu'on peut manger des choses pareilles. Après ce déjeuner 100% delta, nous poursuivons notre voyage dans un autre endroit typique de la Roumanie, à Lepsa, dans les Carpates. La plus grande chaîne de montagnes de l'Europe centrale. Le petit village de Lepsa est à 600 mètres d'altitude, avec ses chalets traditionnels de toutes les couleurs et sa belle église orthodoxe en bois. Nous sommes au cœur du parc national de Putna, et au milieu coule une rivière, l'une des plus belles des Carpates. Au volant de cette Jeep, Gabi, une figure locale très investie dans la région. Il sera notre guide pendant notre séjour. Voilà, donc nous sommes avec Gabi. Gabi, tu peux te présenter, toi tu es le responsable du parc, un peu le garde de pêche et chasse. Oui, le chef de la gardien de chasse et de pêche d'ici. Donc c'est un parc naturel qui fait à peu près 30 000 hectares, qui est complètement donc, à l'état sauvage. La rivière Putna, emblème du parc national du même nom, est réputée pour ses truites autochtones. De jolies truites fariou mouchetées qui sont aujourd'hui parmi les plus protégées d'Europe et dont la pêche est très réglementée. Est-ce que les habitants ils peuvent pêcher? Ils pêchaient seulement pour offrir la nourriture supplémentaire pour sa famille. Ce qui surprend dans cette région si loin de tout, c'est son côté authentique, paisible, comme si la main de l'homme n'avait rien voulu déranger. Forcément, Gabi se sent ici comme chez lui. Et donc tu es amoureux de la région? C'est normal. C'est normal, on va voir ça. Ah, le moment qu'on préfère, hein? La préparation. J'ai surtout hâte de finir de me préparer. Dès nos premiers pas, nous découvrons une nature dense totalement préservée. Le parc abrite aussi une faune extrêmement riche. Au détour d'un chemin, on peut même croiser un ours. Partout, des panneaux indiquent sa présence. Ça va faire des ours, ça va? On verra quand j'en rencontrerai un. Voilà, l'avantage avec Gabi, c'est qu'il connaît tous les coins et là, il nous dit, voilà, à partir de là, le brin de rivière est bon pour le poisson. Enfin, c'est pas garant d'attraper quelque chose, mais... Non, vous n'avez jamais.
Aucune garantie, mais la délicieuse impression d'avoir la rivière pour nous seuls. Les conditions sont idéales, mais le temps passe. Les touches sont rares et le poisson n'est pas vorace. La patience va quand même finir par payer. Oui, oui, oui. Elle est jolie comme tout là. Qu'est-ce qu'elle est belle. On va la relâcher. Belle. Première truite au bout de peut-être, ça fait quoi, 1 heure qu'on est là. Et au moment où j'étais un peu désespéré parce que je m'en mêle, je perds mes mouches, j'accroche les arbres. Voilà. Normalement c'est la température idéale, il n'y a pas trop de soleil, c'est parfait pour les truites, mais on ne connaît pas, on ne sait pas où elles sont. Et puis au moment où on attend le moins, où on attendait le moins, tu l'as prise. C'est super, elle est petite, mais bon, c'est génial quand même. C'est petite, mais alors très jolie fario. C'est pas du tout la même couleur que chez nous ou dans le nord. Pas du tout. Elle est beaucoup plus claire, beaucoup plus grise. Ouais. Donc très jolie. Bon, enfin, cela dit, entre nous, si on en prend une plus grosse et qu'on la déguste un peu grillée au barbecue, ça sera très bien aussi. Mais en attendant, la mouche ne semble plus très efficace. Pascal a beau en essayer plusieurs, ça ne mord plus. Bon là j'ai changé de mouche parce qu'elle était en train de couler, j'ai mis une mouche qui était noire, mais ça n'a pas l'air de marcher la mouche noire. Je pense que ça ressemble trop aux feuilles mortes qui sont au bout de bois, qui sont en train d'être charriées par la rivière, donc je vais encore changer de mouche. Mais je vais surtout les rejoindre Bertrand là-bas et je vais aller voir un petit peu ce que ça a donné sa pêche. Bertrand a lui aussi du mal à trouver la bonne mouche. Alors, il va changer de technique. J'ai pris à la cuillère, petite cuillère, mais bon, j'ai relâché parce que voilà. Alors à la cuillère, incroyablement, elles mordent tout de suite. Elles ont envie de cuillère là, mais elles n'ont pas véritablement envie de mouche, donc ça doit être la saison, je ne sais pas. Cette rivière, exigeante, très technique, a aussi connu des heures difficiles. Pendant longtemps, surtout lors de la période communiste, les braconniers y ont sévi. Pour vider la rivière, ils utilisaient des produits chimiques particulièrement toxiques. Mais c'est très dommage parce qu'ils nous tuaient seulement le poisson. Ils tuaient toute la nourriture, toute la biodiversité, ils tuaient tout. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, une réelle catastrophe. Ces dernières années, la vie sauvage a repris ses droits et le poisson est de retour. Gabi et ses gardes-pêche ont repeuplé la rivière et ils la surveillent chaque jour. Mais le bilan a été très lourd. Combien de poissons sont morts à cette époque? Millions. Millions de poissons, non? Millions de poissons meurent. Dans la période de braconnage. Tout le parc? Tout le parc. Ça, c'est... Ouais. À l'époque, un métier ou plutôt une tradition a failli disparaître. Grâce au repeuplement des rivières, le fumage des truites des Carpates a pu survivre. La famille Dantis est l'une des dernières à le pratiquer ici. Il y a Jon, le père, et voici Vasile, le fils. Leur technique de fumage reste la même depuis près d'un siècle. La truite ici, c'est avec des copeaux d'hêtre, voilà, de l'hêtre, l'essence de l'hêtre, et que le hêtre parce que, disent-ils, c'est particulièrement doux. Voilà, le résineux, ça apporte trop de côté poivré. On referme. Et ensuite, on peut déguster tout de suite après. Hein. On peut manger. Bah, on va les manger. Hein. En fait, là, c'est le plat traditionnel des Carpates, ici. C'est de faire la truite fumée. C'est de la truite fumée ici. Truite des Carpates. Ah, si? Non, la on mange pas souvent des choses comme ça. Hein. Ça ne ressemble absolument pas au saumon fumé qu'on peut avoir dans le commerce. La truite fumée qu'on a dans le commerce, c'est bien plus délicat, bien plus subtil. Bref, ça donne juste envie de redécouvrir les produits du terroir avec une façon artisanale de les préparer.
on les mange telles quelles, mais dans ce coin reculé des Carpates, on accorde un soin tout particulier à la présentation, surtout lorsqu'on veut faire un cadeau. Après la truite s'est affumée, c'est plus important de donner une image artistique. Et parce que nous sommes dans les régions avec beaucoup de sapins, avec beaucoup de résineuses, c'est très important parce qu'il représente dans le même temps le symbole de l'eau de montagne et le symbole de la forêt. D'accord, donc en fait là, la truite elle est déjà fumée, elle est finie, mais c'est l'emballage qui compte pour le cadeau. Pour le cadeau, pour le cadeau. D'accord. Une semaine. Je continue la tradition pour donner pour le peuple français. Attends, parce que attends. Qu'est-ce que tu penses, Bertrand, de l'accueil roumain et de l'hospitalité roumaine? Incomparable. Tu peux parler en roumain? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'évidemment, Gabi parle français. J'ai fait une formation accélérée. J'ai fait une formation accélérée pour apprendre le roumain. Enfin, il y a une telle hospitalité mais enfin, il parle même le français, ce qui est quand même extraordinaire. J'ai jamais vu un accueil pareil. Hein. Non, mais c'est mulțumesc. Mulțumesc qui veut dire merci en roumain. Et bon appétit. C'est très très joli. Ce matin, Gabi, toujours dans les bons coups, tient à nous présenter Mili. Donc on est avec Mili juste derrière et Gabi. Et Mili est considéré, c'est ce que nous a dit Gabi, comme le meilleur pêcheur de la région. Alors une technique qu'il a appris de son père. En fait c'est assez simple, c'est-à-dire que c'est que du naturel. Donc je crois qu'il va aller chercher des vers ou peut-être même des mouches qu'il va trouver sur le coin. De toute façon c'est la meilleure technique, c'est évidemment de trouver l'alimentation locale, parce que les truites connaissent. Donc on va se mettre au service de ce spécialiste, on va le filmer et on va voir comment il fait. Et on va apprendre beaucoup de cette technique. Il va nous apprendre ses secrets, peut-être même on va essayer, on verra. Ah oui, c'est donc une canne télescopique. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que ça n'a absolument rien à voir avec le matériel qu'on utilise nous. C'est vraiment une technique totalement différente. J'ai hâte de voir comment il va faire. Le fil est enroulé au bout de la canne. L'hameçon est tout petit, le bas de ligne très peu plombé. Quant aux appâts, deux simples vers de terre ramassés ici la veille. Il préfère le ver de terre. Le ver de terre parce que l'eau c'est très clair et les truites préfèrent. On ne pêche jamais au ver, je me demande si on ne devrait pas essayer de temps en temps. Mais si, on devrait. Parce que je crois que ça mord pas mal le ver. Bon, on adore lancer. Mais... On va voir. Pour Mili, le meilleur pêcheur de la région, c'est presque un jeu d'enfant. Et très vite, il prend sa première truite. Là, c'est-à-dire ça a duré combien de temps? C'est-à-dire qu'en 5-6 secondes, non, à peu près? Peut-être pas autant, hein, tu exagères tout le temps, Bertrand. Même si ces truites ne sont pas très grosses, Mili enchaîne les prises avec une facilité déconcertante. Là, c'est une vraie leçon de pêche. Là, c'est pas compliqué. Il y en a une à peu près toutes les Bertrand, 3 minutes, 4 minutes. Et puis elles sont plutôt de belle taille. Il faut écouter les pêcheurs de la région, parce que franchement, chaque rivière, dans chaque pays, c'est différent. C'est maintenant à notre tour d'essayer. Honneur à Bertrand. Bon, je vais essayer, le seul problème, c'est que l'endroit a déjà été un peu pêché là. Donc comme la truite est très méfiante. Les truites ne mordent plus une fois le pêcheur repéré. Mili nous emmène donc sur un autre spot où l'on peut bien se cacher derrière les guneras, ces plantes aquatiques sortes de rhubarbes géantes. Bon bah je vais essayer.
En fait, c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple. Non, c'est pas simple du tout parce que là, c'est assez loin. On a très peu de visibilité. Je vois pas du tout, je lance. Pas du tout. Mais ici, pas de touche pour Bertrand. Milly va alors nous indiquer un autre endroit, où il récupère des appâts directement dans la rivière, sous les pierres. Ce sont des larves de papillons, et cela va s'avérer très payant. Rien de tel que l'aliment naturel local pour exciter le poisson. D'accord. Il ne le met pas complètement, hein. Il le laisse... Ok, on va essayer. À gauche. Trovate roca. Oh. Et voilà. Et voilà. Salus. Très petit, mais très sympathique. La truite, trop petite, sera bien sûr relâchée. Au tour de Pascal maintenant, pas bien à l'aise non plus avec cette technique. C'est difficile, hein. En effet, on sent rien du tout, quoi. J'ai eu une petite touche là, mais on ne sait pas où est le fil, on ne sait pas si on est en tension. Là, tu as raison, c'est une leçon d'humilité. Hein. Pas de sensation? Ah non, pas de sensation connue, quoi. Donc c'est très très fin, très léger. On ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qu'on fait. Ça va venir. Et en effet, la persévérance va payer. Il en attrape une à son tour, mais encore une petite. Une petite truite. Bon, la sensation, oui, on ne sait pas si on a, si on n'a pas. C'est très très fin, très délicat. Aussi délicate que cette petite truite qu'on va relâcher. Les grosses truites, ce ne sera pas dans cette rivière. Mais d'après Milly, on peut toutefois les pêcher quelque part, loin dans la forêt, dans un endroit que lui seul connaît. Il tient avec Gabi à nous faire découvrir cet endroit unique. Mais le lieu se mérite. 2 bonnes heures de 4x4 pour s'enfoncer au plus profond de la forêt des Carpates. La piste est boueuse, elle rend la progression difficile, très difficile. Là, ça passe, mais les visages commencent à se crisper. Plus on avance, plus la pente se raidit et plus le chemin est accidenté. Là, visiblement, ça passe plus trop. C'est tellement boueux, il a tellement plu hier. Gabi a toujours une solution, mais là, je vois pas trop quelle est la solution, là. Ça s'appelle du rodéo. L'expérimenté Gabi nous sort d'affaire. Ouais. Il a réussi à passer. Plein de ressources, Gabi. Oh Gabi, si tu savais. Mais nous ne sommes toujours pas arrivés. Et les ornières deviennent de plus en plus profondes. Celle-ci va avoir raison de notre 4x4. Là, on est tout à fait de travers. Là. On est très très incliné. On est bloqué, Gabi, là? Je dis. Hein? C'était difficile d'eau. Hein? Parti par ici. On va voir. Moi, je pense que je peux pas sortir. Hein? Toi, tu peux sortir par la gauche, donc t'as qu'à... Ah non, mais là, la voiture elle est très embourbée. À part un câble... Hein? Non, mais la solution elle est compliquée parce qu'on est quand même bien perdu au milieu des bois là. Ça fait 1h30 qu'on roule en 4x4. Donc s'il faut tout faire à pied, je suis pas sûr de rentrer avant la nuit. Hein. Les roues de la Jeep n'accrochent plus. Nous sommes complètement coincés. Bertrand va récupérer quelques pierres au fond de la rivière
pour les mettre sous les roues de la voiture. Pour aider. Non, c'est compliqué. Hein. Mais même les pierres ne permettront pas de dégager la voiture. Pendant que Gabi tente de trouver une solution, Milly décide de nous emmener dans son endroit secret. C'est un peu triste parce qu'il y a Gabi qui les a un peu là, quoi. Mais c'est pas grave, tout va s'arranger. Encore une petite demi-heure de marche hors des sentiers battus, et voici la récompense. Un petit lac perdu, alimenté par 2 ruisseaux, aux eaux parfaitement pures. Un lac quasi inaccessible et à l'atmosphère étrange. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Au milieu de nulle part. Vraiment au milieu de nulle part. On est souvent au milieu de nulle part. Hein. Ah oui, mais alors là, c'est extrêmement étrange, quoi. Comme dans le pays de Dracula. Hein. On dirait un lac abandonné, c'est ça, un lac abandonné. Et alors il paraît qu'il y a des grosses truites. Mais de toute façon, personne ne peut venir les pêcher parce que c'est tellement inaccessible comme lac. T'as eu la route qu'on a, après la route qu'on a faite, c'est tellement inaccessible, étonnant. Pêcher ici demande beaucoup d'adresse et surtout beaucoup de précautions. Les souches sont nombreuses, difficile de ne pas accrocher nos cuillères. C'est extrêmement compliqué, comme tu le vois. Ouais, il faut vraiment passer entre les branches. Ça y est, ça y est. Bertrand va réussir le premier à remonter une truite autochtone de ce lac perdu. C'est vraiment la truite sauvage d'ici, la truite endémique des Carpates. Belle truite quand même. Ouais, enfin c'est une petite truite. Alors il paraît qu'il y a jusqu'à 1 kilo ici. Hein. Oui, mais alors elle doit être très profonde, alors il faut essayer à mon avis des grosses cuillères. Des grosses cuillères. Allez, on la relâche. Du côté de Pascal, aucune touche. Bon, bah, il est très mignon ce lac, mais il se laisse pas pêcher facilement. Hein. Pascal décide alors de tenter sa chance sur la rive opposée. Pour les grosses truites, il faut des cuillères plus lourdes. Mais avec tous ces obstacles, c'est mission quasi impossible. Pascal change alors sa cuillère pour un leurre à bavette, plus adapté pour la nage en surface. Elle est très belle la truite là. Incroyable, ça mord pas depuis... ça fait 1 heure que ça mord pas avec Bertrand. On a essayé toutes les cuillères possibles. Et en fait j'ai essayé par hasard un leurre comme ça avec une petite bavette, ce qu'on utilise, enfin moi en tout cas je l'utilise jamais en eau douce. Mais alors là ça a été imparable, ça a été direct, premier coup de lancer. Super. Voilà, faire quelques lancers encore et puis je crois qu'on va pas tarder. On va essayer de rejoindre nos camarades. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai rarement vu des truites aussi sauvages, aussi vivaces. Même sur la rive, elles se débattaient une fois que j'ai eu la première. Encore quelques tentatives, mais plus aucune touche. Et pas ces fameuses truites d'1 à 2 kilos qui se cachent dans les profondeurs du lac. Il est maintenant temps de rentrer. La Jeep est toujours enlisée et nous avons un long chemin à faire. Quelques kilomètres plus bas, nous retrouvons Milly et Gabi dans un refuge. Ils attendent un dépanneur qui devrait arriver avant la tombée de la nuit. Bonne occasion finalement d'en profiter pour déguster le produit de notre pêche. Apparemment, tout avait déjà été prévu pour nous. La fameuse hospitalité roumaine. On revient avec une truite. Déjà, regarde, ils sont en train de préparer un barbecue pour nous. Elle n'est pas bien grosse, mais ils font un barbecue pour nous.
simplement comme ça. C'est pas plus simple. Un peu de sel. C'est intéressant. Et toi, vas-y. C'est très intéressant. Très intéressant. S'il fait tout le temps comme ça. Le petit goût de fumée au bois de hêtre, c'est vraiment du hêtre ou du sapin. C'est fantastique. C'est quoi comme bois là qu'on a mis? C'est le bois de hêtre. Non, c'est bon, bien manger. Bertrand, viens te régaler. Le poisson doit le manger que comme ça. Elle est bien cette émission. Hein. C'est sur cette note de fumée, au cœur de la forêt des Carpates, que se termine notre voyage en Roumanie.